Business Model. Derrière chaque prise de décision, des femmes et des hommes confrontés à des choix de chaque instant. Ce podcast vous éclaire sur les trajectoires d'ETI inspirantes et de leurs dirigeants. Business Model, présenté par Objectif ETI, est animé par Alexis Ferbeuf en partenariat avec l'Entertainment Lab. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Baptiste Rébier qui est le directeur général de Fermob. Bonjour Baptiste. Bonjour. C'est un grand plaisir de t'accueillir pour ce podcast qui s'appelle Business Model, qui est avec RSM, et c'est un plaisir de te recevoir parce qu'on aime bien recevoir justement de se mettre dans les baskets de nos dirigeants et de découvrir des entreprises qui se sont toujours développées. Alors Baptiste, tout d'abord, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien, on sort d'un week-end de 3 jours, donc on s'est tous bien reposés. Oui, donc, c'est vrai. Il y a eu les cloches. Il y a eu les cloches de Pâques. Donc voilà, mes enfants ont bien mangé, moi aussi. Voilà. Bon, parfait. On repart sur une bonne dynamique. Voilà. Puis on aura une semaine un peu plus courte. Je sais que ça fait plaisir à tout le monde aussi. Alors c'est vrai que je pensais à ça en venant t'accueillir parce que finalement Fermob, c'est le jardin, c'est quand même les meubles de jardin, c'est les maisons qui se sont beaucoup développées depuis le Covid, c'est du positif, c'est de la joie en fait. Oui, tout à fait. En fait, on dira peut-être après, tiens, comment décrire Fermob. Et une manière de présenter l'entreprise et la marque, ça peut être non pas de dire on fait des produits, ceci, cela, c'est on participe à offrir des moments aux gens. Dans nos valeurs, on a plusieurs valeurs. Dans nos valeurs, il y a la joie de vivre. Et en fait, l'achat de mobilier de jardin, c'est un achat qui contribue au bien-être. Parce que qu'est-ce qu'on fait de son mobilier de jardin ? On l'utilise dehors. On se sent naturellement très bien dans son jardin. Et quand on achète un produit de qualité, mais surtout un produit qui est confortable et qui est design, qui est beau, qui est esthétiquement agréable, ça participe aussi à la joie de vivre, tout simplement. Ça apporte du bien-être. Donc il y a aussi cette notion, le beau qui fait du bien. Qui est intéressant. Donc c'est vrai que souvent les gens qui achètent du mobilier, il y a un certain enthousiasme, c'est un achat plaisir aussi. Exactement, comme je jardinais ces derniers jours, je pensais à ça, de me dire, il y a plein de gens qui se mettent dans un mood positif quand le printemps arrive, et vous êtes un lien à tout ça. Alors, Fermob, il y a le fer, il y a le mobilier, c'est un peu ça l'origine du nom, déjà ? Exactement, on n'a pas fait appel à un cabinet de conseil pour une fois. Ok. C'est pas comme ça que l'entreprise s'est créée. Elle avait le nom du fondateur à la base. Ça s'appelait les établissements Ségéral. D'accord. Voilà. Et puis il y a un moment, à la fin des années 70, il fallait renommer l'entreprise et assez spontanément, c'est ce nom qui est apparu. Qui se retient bien, qui se dit facilement. On nous a au début pas mal pris pour des Italiens. Voilà, non pas que ce soit italien, mais Fermob, ses parents seraient pas dit italien, mais why not hein. Voilà. Donc en tout cas, assez naturellement, ça s'est fait comme ça. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a eu toute une trajectoire parce qu'en 89, donc c'est Bernard, ton cher père, qui a repris la structure donc tu disais que tu viens de mentionner et qui est au départ, il raconte une petite entreprise où il y avait un atelier d'une même dizaine de personnes, je crois. Et finalement, il y a eu tout un cheminement. Comment tu décris ces étapes ? Parce que c'est incroyable comment ça a grandi. Alors il y a eu, mais comme dans toute entreprise, beaucoup d'étapes. Il y a eu l'étape avant que mon père reprenne l'entreprise il y a 35 ans. C'est une entreprise Fermob qui a finalement plus d'un siècle d'existence, à des stades artisanales, ensuite à des stades qui commencent à devenir industriels, avec aussi des périodes de difficultés. Puisque dans les années 80, il y a eu la concurrence de mobilier en plastique peu cher, confortable, facile à transporter, léger, etc. Donc là, l'entreprise qui faisait des mobiliers très classiques en fer, assez lourds et qui rouillent assez vite, c'était compliqué à l'époque. Et donc, quand il l'a reprise, l'entreprise a été sur une trajectoire descendante. Elle était passée de 50, 60 salariés à une dizaine, effectivement. Et c'est vrai qu'il restait sur les 10, 8 ouvriers dans l'usine, un chef d'équipe et puis une secrétaire à tout faire. C'était dans l'Ain, c'est ça, C'est dans l'Ain. Voilà. C'est dans l'Ain, en bord de Saône, entre les poulets de Bresse et les vins du Beaujolais. Donc donc c'était courageux quand il a repris, c'était vraiment pas gagné. Et il y a eu, j'ai l'impression, cette vista sur le fer. Où il cite Gustave Eiffel, il s'est dit le design et le fer, c'est ça qui peut
être la modernité finalement. Ce qui l'a convaincu notamment de racheter, je dis notamment parce que c'est quand même, quand vous reprenez une entreprise, c'est des éléments très rationnels, mais il y avait eu des collaborations avec des designers dans le milieu des années 80. Et il s'est dit, tiens, on va tirer ce fil parce qu'il y a de l'innovation, il y a des produits sympas à développer, à faire, etc. Et donc, en tirant ce fil-là, le deuxième fil, comme il avait fait beaucoup d'exports dans ses expériences précédentes, il s'est dit, on va aller conquérir pas que la France, mais plusieurs marchés. Et puis le fil de l'innovation, je le disais, les produits étaient lourds, très classiques et rouillaient assez vite. Le fer, naturellement, ça s'oxyde. Okay. Et donc, en alliant de l'innovation, de l'international et puis du design, assez naturellement, la croissance a repris à un rythme en fait soutenu et régulier depuis 35 ans. Donc c'est cette vision qui a porté l'entreprise ensuite. Ouais. Alors on arrive sur la partie humaine. Alors toi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pas faire plus terrain puisque tu étais dans quand même le showroom juste à côté, avenue le rue Rollin. Tu as commencé vraiment sur l'aspect commercial et donc tu as finalement maintenant aux commandes sur la direction générale. Comment tu vois cet aspect entreprise familiale et garder l'âme d'une entreprise tout en la faisant grandir avec aussi les personnes qui la composent et tout ça. Comment tu as vu cet aspect, toi? Ouais. Alors effectivement là où on enregistre, c'est notre magasin historique Fermob qu'on a ouvert il y a 25 ans. Et moi, j'avais terminé mes études il y a 15-20 ans. Et puis, je n'avais pas de projet très précis. Et puis, il y avait un poste à la vente, vraiment un poste de vente en magasin. Nerf de la guerre. Oui, exactement, nerf de la guerre. Non, mais au début, j'ai fait ça un peu comme en petit boulot. Et j'ai tout de suite aimé deux choses. La vente. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas. J'avais pas fait spécialement des études là-dedans, mais voilà. Okay. Ça m'a tout de suite beaucoup plu, le contact client. Enfin, voilà, il y a aussi le petit jeu commercial qui est rigolo. Et puis, c'était très plaisant parce que les gens venaient avec le sourire. C'est des gens qui venaient pour un achat, plaisir et tout. Donc, c'était agréable. Et puis, deuxièmement, coup de cœur produit. C'est-à-dire vraiment vendre ces beaux produits, vendre le design, vendre la qualité. Le fait de dire aux gens, en fait, vraiment, vous faites un bon achat chez nous parce que c'est un petit budget. Vous allez... budget 1000, 2000, 3000 euros, mais vous allez le garder 20 ans, 25 ans. Donc, c'était agréable. Donc, en fait, ça a démarré comme ça. Et puis après, j'ai fait d'autres postes dans l'entreprise. Et puis, une fois que vous démarrez, le cheminement se fait, on va dire. Bon, l'avantage, c'est que les commerciaux, maintenant, ils peuvent plus trop rigoler avec. Tu connais bien le métier, quoi. J'ai une certaine crédibilité, on va dire. Je connais très, très bien le terrain. Je connais tous les clients. Ça joue aussi, ça joue aussi beaucoup. Ça donne aussi, ça identifie un petit peu les choses. Quand on disait le côté entreprise familiale, on a des clients qui connaissent le dirigeant, actionnaire, propriétaire. C'est bien parce qu'en termes d'identification, un intuitu personnel, comme on dit. C'est quand même quelque chose qui joue beaucoup. Et puis pour les salariés, ça joue énormément. D'accord. Moi, quand j'essaye d'accueillir tous les nouveaux salariés. Parfois, ils sont sur des sites un peu plus éloignés, mais il y a toujours un moyen où je peux passer une petite demi-heure à les rencontrer. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs manières de présenter l'entreprise. Mais dans ces cas-là, je leur dis, vous êtes dans une entreprise familiale. Et c'est important de le mentionner. Et donc, je leur dis, alors vous avez les bons côtés sans les mauvais côtés. Parce qu'on s'engueule pas tous les jours avec mon père au bureau, vous inquiétez pas. Mais sur les bons côtés, c'est que, et c'est prouvé, il y a même une littérature universitaire qui étudie les performances des entreprises familiales en montrant que sur le long terme, elles performent mieux, etc. Parce qu'il y a une valeur du long terme et de l'enracinement des valeurs, tu dirais. Il y a à la fois, il y a le long terme, il y a la stabilité de la stratégie, et il y a en même temps l'agilité, il y a une prise de décision qui est plus rapide, et puis effectivement, il y a un lien humain qui est quand même plus concret et plus incarné.
Et ça, assez naturellement, ça transpire dans l'entreprise. Ouais. Bon, on arrive dans la troisième question. On est raccord avec ce que tu viens de dire, parce qu'on est sur la transmission familiale. Alors, je te parlerai pas forcément de succession, mais du célèbre Logan. Tu regardais cette série ou pas ? Logan. Le père qui était. Ah oui. Voilà, qui est une série qui a marqué sur la transmission, mais dans un sens plutôt romancé Netflix. Oui. Non, chez nous, ça se passe mieux. Voilà, oui. C'est bien. C'était là où je voulais en venir. Il n'y a pas des envies de meurtre. Comment tu... Exactement. Comment t'as vu ce côté parce que j'ai vu que ça a été très préparé et finalement il y a eu aussi une stabilité dans les actionnariats historiques. Et comment t'as vu finalement toi cet aspect transmission ? Qu'est-ce qui fait que ça a l'air de rouler de manière sympa, quoi ? La transmission, c'est un grand sujet. C'est pas forcément un sujet, je dirais, dans le monde de l'entreprise dont on parle depuis très longtemps. C'est pour ça que même en parlant, je me dis, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude de débattre, à mon avis. Nous, on en parle pas mal quand même parce que, on a fait cette transmission, mais je sais pas quel est le pourcentage, mais je crois qu'il y a c'est un dirigeant sur 2 qui part à la retraite dans les 10 prochaines années, enfin quelque chose comme ça. Il y a vraiment un gros sujet. Sur les transmissions, il n'y a pas de règle du tout. Il y a parfois des transmissions subies, violentes. Il y a des accidents de la vie. Moi, j'en connais à qui c'est arrivé. Où d'un seul coup, on se retrouve aux manettes. Oui. Dans ma région, à Lyon, l'exemple qui se passe bien, mais qui a été le plus connu et le plus dur, c'est Biomérieux. Où c'est le 3e fils qui prend la succession du père parce que les 2 premiers sont décédés de manière accidentelle. Voilà. Alors, pour être sur des notes plus positives. Bon, toi, déjà, ça avait commencé bien. T'as quand même dit que t'aimais beaucoup le produit et t'as aimé vendre. Donc, au départ, t'as aimé ce que t'as fait. C'est ça joue beaucoup. Oui, tout à fait. Ça joue, ça n'a pas été subi. En tout cas, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a autant d'entreprises que d'histoires de succession et de transmission. Oui, c'est très intime, très personnel. Ça dépend à chaque fois. Donc nous, comment ça s'est passé ? C'est que pendant pas mal d'années, j'y ai pas pensé. Mon père non plus. On s'est pas projeté dessus. Et puis à un moment, j'ai commencé à y réfléchir et on a commencé à préparer ça. Mais je dirais que pendant au moins 7 ou 8 ans, c'était pas un sujet. De toute façon, j'étais assez jeune. Et en fait, je faisais un poste, ensuite je faisais un autre poste, mais comme n'importe qui d'autre dans l'entreprise qui aurait évolué, et parce qu'il travaille pas trop mal, il peut être promu, il peut changer de poste. Et puis, je saurais pas dire de date précise où on s'est dit, tiens, là, on a fait une réunion pour dire, ça y est, on appuie sur le bouton de la transmission. C'est bien quand c'est comme ça, à t'équiter, hein. Il y a une certaine fluidité à t'écouter. Voilà, chez nous, ça serait plutôt, si on devait faire un schéma, ce serait la courbe, qui évolue doucement mais sûrement. Puis il y a aussi un truc d'âge, tu l'as dit, c'est qu'il faut être aussi mûr et un côté de maturité pour pouvoir aussi, comme tu as dit, prendre les commandes. Donc c'est bien si ça se fait de manière fluide, j'imagine. Oui, moi, il y avait quand même l'aspect, effectivement, qu'on est quand même une entreprise d'une certaine taille aujourd'hui. Et voilà, pour moi, ça allait pas se décider d'un claquement de doigts. Allez hop, c'est bon, je reprends la suite. Donc voilà. Et puis il y a un moment où quand on a commencé à un peu plus structurer les choses, on fait un peu un rétro-planning sur 3-4 ans en disant étape 1, étape 2, étape 3. Et puis il y a un point qui est assez important aussi, c'est au niveau de la gouvernance. On a un conseil d'administration, des gens extérieurs à l'entreprise, plus mon père et moi, évidemment. Et en fait, quand il s'agit de se dire, la transmission, la succession, ça a été abordé en conseil, les gens ont donné leur avis, leur validation, donc ça a contribué aussi dans le processus à se dire que chez nous ça n'a pas été juste tu veux prendre la suite, vas-y. C'est bien, vous l'avez fait avec le board de manière en bonne âme et conscience, comme on dit. Ça a été, même si entre guillemets on faisait ce qu'on voulait puisque on est les actionnaires de l'entreprise, mais on l'a aussi mis en place de cette manière. Alors on arrive, ça fait un peu un rapport aussi, les valeurs et les visions de l'entreprise. Qu'est-ce qui finalement, toi, guide Fermob ? J'ai l'impression qu'elle a une entreprise assez en pointe sur son marché, parce que là je te disais en off avec les responsables de l'international, qui m'expliquait aussi qu'il y avait une vraie politique de développement à l'export. C'est vrai que les boîtes françaises, elles ont un besoin de pousser un peu plus aussi à l'export, on sait souvent. Qu'est-ce qui vous guide dans cette boîte finalement ?
en termes de valeur, de vision et tout ça? Alors, les mots sont intéressants. Valeur et vision, on les a définis, rédigés depuis très très longtemps. La vision, elle change chaque année. D'accord. En tout cas, elle évolue par petites touches chaque année. Et les valeurs, on les a pas changées depuis 28 ans. D'accord. Non pas qu'au début on se soit dit il faut que les valeurs elles changent jamais et la vision elle peut évoluer, mais en fait ça s'est fait comme ça que les valeurs elles restent stables. Voilà, elles restaient stables et on constatait qu'elles fonctionnaient toujours aussi bien. Il y a l'innovation et dedans. Du coup il y a cette volonté de ne plus y toucher. Dans les valeurs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a la joie de vivre. Ah bah voilà. Voilà, c'est pas banal quand même comme valeur d'entreprise. C'est pas mal. Pour les Français, c'est bien, je trouve. Ouais. Et derrière, ça force quand même à gérer aussi l'entreprise d'une certaine manière. Il y a la joie de vivre, il y a le respect de l'environnement, très normal aujourd'hui, mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'on l'a mis dans nos valeurs en 1997 et pas juste sur le papier. Il y avait déjà du concret à l'époque. Donc on a une politique RSE assez poussée, mais dans le slogan de notre politique RSE, c'est avant-gardiste depuis 30 ans et au-delà, dans le sens qu'on veut continuer ça. Après, il y a la sensibilité esthétique. Ça, c'est lié au produit, au design, mais pas que. Tout le showroom, les auditeurs imagineront. L'attention portée aux moindres détails, 2 mm de différence sur un dossier, c'est pas le même confort au bout de 3 heures être assis sur une chaise. Enfin voilà, donc c'est des points qui sont très importants. Et les 2 dernières valeurs dont on se sert beaucoup, je dirais, au quotidien, ou qu'on essaye d'animer au quotidien, c'est le sens de la responsabilité et l'attention portée aux autres. Voilà. Après, ces valeurs-là, on peut leur faire dire pas mal de choses, mais sur des notions de solidarité, d'autonomie, d'initiative, ça pousse les choses. Ça pousse naturellement quand il y a des nouveaux qui arrivent à leur dire vous avez le devoir de l'initiative et vous avez du coup le droit à l'erreur, puisque on vous pousse à prendre des initiatives, c'est pas pour que après on vous sanctionne. Donc voilà, c'est des valeurs un peu miroirs, mais qu'on essaye de mettre en avant assez souvent. Ça donne envie, dis donc. Quand t'écoutes, ça donne envie de bosser chez Fermob. C'est ce que je dis quand les nouveaux arrivent, je leur dis vous avez bien fait de venir, ça fait envie. Et après je leur dis teasing, là, et après je leur dis en fait ça ne marche que si vous les faites vivre. Alors après au niveau de la direction, on est aussi là pour assumer les choses aussi et faire qu'on soit en cohérence avec ces valeurs. Mais à un moment, si dans nos équipes, il y a des équipes qui sont mal gérées ou avec trop de pression, trop de charges, ça s'appelle pas de l'attention portée aux autres. Et à l'inverse, parfois, ces valeurs, je veux pas dire que c'est un poids, mais c'est une responsabilité. Quand on dit le sens des responsabilités, c'est pas uniquement être solidaire, être bienveillant, ça veut dire aussi avoir parfois le courage de prendre des décisions difficiles, à tout point de vue, et ça rend aussi parfois les décisions plus cohérentes. Si les gens disent écoutez, je trouve votre décision être dure, oui, mais on est obligé en tant qu'entreprise ou dirigeant responsable de prendre telle ou telle décision. En tout cas, on sent une vraie dimension humaine, ça fait plaisir, parce que souvent les entrepreneurs en France ou le business, je trouve, et en opposition dans l'image parfois des gens. Et là, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a des vrais principes, j'ai l'impression, fondateurs de l'entreprise sur l'aspect humain que tu prolonges finalement. Ouais, mais il y a c'est ce que je disais, je pense que c'est pas, il y a plein d'entreprises comme ça. Mais notamment les entreprises familiales, c'est plus fort, c'est plus facile que ce soit plus fort et plus fortement incarné. Il y a des questions qu'on va se poser un petit peu moins, sur la rentabilité de l'année qui vient versus la rentabilité de dans 10 ans. On préfère la deuxième. J'ai un exemple comme ça. J'ai assisté à une interview du directeur général de la Chartreuse, la boisson. Donc ses patrons, c'est les frères, les moines. Et puis le journaliste lui disait, il vend beaucoup aux États-Unis, de Chartreuse. Il dit pour vous en ce moment, le court terme, le long terme, comment vous gérez ça? Il dit mais
Moi, c'est beaucoup plus facile de raisonner long terme en ce moment. Parce qu'aux États-Unis, on nous change les règles tous les 4 matins. Et donc, en fait, mon métier est beaucoup plus facile à long terme qu'à court terme. Donc, parfois, en fait, ça peut paraître plus simple de dire je gère l'immédiat, mais je ne sais pas trop ce que va être demain. Et finalement, quand on a un cap à long terme assez clair, c'est un peu plus facile et on peut se préoccuper un petit peu moins des problèmes conjoncturels qui évoluent très vite de toute façon. Et alors la toute dernière question, Baptiste, c'est plutôt un petit conseil, mais tu commences déjà à esquisser. C'est envers les futurs dirigeants de TI, ce que tu aimerais transmettre, toi justement, en termes de conseils, de ton expérience que tu aimerais partager. Voilà, quelqu'un qui va arriver aux commandes d'une ETI, demain ou après-demain. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire un peu ? Je sais pas trop de base, parce qu'en fait, ça dépend comment on arrive. On arrive parce que on est propulsé, dirigeant extérieur, on est de la famille, on a démarré petit, on grossit, donc il y a plusieurs cas de figure. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Après, c'est les basiques. Ce que je peux dire, t'as commencé à répondre un peu. C'est-à-dire, il y a le long terme. Je t'aide un peu comme ça. Le long terme, j'ai l'impression, m'a l'air d'être clé. C'est-à-dire de pas raisonner ultra court terme, mais une espèce de résilience et de vision. Ce que je peux dire comparativement à, il y a beaucoup de TI familiales. Le TI, c'est souvent une PME qui à un moment a pu accélérer, a pu grossir, mais qui reste souvent une entreprise familiale. Dans les ETI qui sont détenus par des fonds, c'est important de mettre en avant que la vision et la stratégie à long terme sont importantes. Non, moi, le conseil que je peux donner, qu'on donne souvent, c'est quand même d'être assez bien entouré au niveau de la direction et au niveau de la gouvernance. Nous, au niveau de la gouvernance notamment, on a je dirais 3 conseils extérieurs. On a ce qu'on appelle un conseil d'administration, et puis avec des administrateurs, et puis un conseil plutôt autour de la stratégie industrielle, parce que nous on est fabricants, on a des usines, donc là avec des experts un peu industriels, et un conseil un peu plus marketing. Et du coup ça fait quand même des challenges pour les dirigeants, c'est pas mal, quoi. Ça nous donne quand même un appui extérieur au-delà de l'interne qui est pas mal. Ça fait prendre un peu de hauteur. Et qu'est-ce que je fais d'autre ? Moi je suis aussi à l'APM, un club d'entreprise, donc une demi-journée par mois. Vous êtes sur un thème, vous fermez votre ordinateur, vous avez un expert ou un savant qui vous parle de choses, c'est pas mal aussi. Ça vous fait prendre un peu de recul, et après vous revenez le lendemain en entreprise en ayant appris des choses intéressantes que vous pouvez appliquer. Donc c'est important de ne pas être que la tête dans le guidon en permanence. En hobby ou en passion, t'as quelque chose qui t'a aidé aussi en tant que dirigeant à tenir? Ça peut être un sport, ça peut être la lecture, ça peut être une pièce de théâtre, je sais pas, mais quelque chose qui te permet aussi d'être resté centré, parce qu'en tant que dirigeant, c'est aussi un sujet de garder le cap, quoi. Oui, alors le plus, c'est la musique. Nous, on est du côté de ma mère, on est une famille de musiciens. Enfin, ma mère, ma sœur, c'est leur métier. Et donc moi, j'en ai fait beaucoup. Et la musique, ça aide à 2 choses. Je fais du saxophone. En termes de concentration, de perfectionnisme, parce qu'une partition, ou même quand vous jouez sans partition, en improvisation, faut quand même les fausses notes, elles s'entendent, donc il faut arriver à faire une partition sans fausses notes. Et puis ça vous apprend aussi à jouer en public. Donc après vous avez aussi l'habitude, vous êtes un peu plus à l'aise aussi. Moi j'ai fait des concerts où on joue devant 500, 1000 personnes. Bon, la première fois vous êtes un peu stressé, puis après vous êtes habitué. Donc à ce niveau-là, ça m'a pas mal aidé. Ok, on finira sur cette petite note de saxo. Tout à fait. Merci beaucoup, Baptiste. C'était un grand plaisir de t'accueillir pour Business Model, qui est présenté par Objectif ETI avec RSM. Merci beaucoup, Baptiste. Merci. Ce témoignage vous a inspiré ? Découvrez plus de portraits de dirigeants et d'éclairages d'experts sur le site d'Objectif ETI, propulsé par RSM.